Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Maxime Larue-Bourdage. Bienvenue à ce je ne sais plus combienième épisode déjà de Ciné Rédemption. Spécial évidemment, bon, spécial Halloween, ça va jouer un peu après l'Halloween, mais quand même, on n'allait pas passer notre première année d'existence sans faire un spécial Halloween. Et évidemment, dans ce spécial Halloween, on va parler de films d'horreur. Mais avant ça, Dominique, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Fatigué, mais ça va bien. Ben oui. Ben oui. Dominique commence une nouvelle aventure, hein, avec on passe beaucoup de temps ensemble, moi puis Dominique, d'ailleurs, parce que Dominique travaille avec moi, hein, dans le milieu syndical et il découvre la magie de nos vies sans horaire, et etc. Mais on est très content de l'avoir avec nous, puis je suis très content de t'avoir encore ce soir pour parler. Fatigué, mais alerte pour le podcast de cinéma. Ben ouais. Hey, avant de continuer, on a vu un film cette semaine, pas ensemble, on va quand même en parler. C'était la sortie de Killer of the Flower Moon, le dernier de Scorsese. Moi, je suis allé le voir hier soir avec mon père et mon cousin Ludovic. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça très, très, très bon. Là, on fera aucun spoiler, là, donc je vais toucher très peu au contenu de l'histoire et à ces choses-là. Simplement dire que d'un point de vue comment se déroule l'histoire puis montage, c'est différent de ce qu'il fait habituellement Scorsese. Souvent, Scorsese il est un petit peu plus linéaire, hein, dans sa façon de nous raconter des histoires. Beaucoup moins dans celle-là. C'est très intéressant. C'est un film qui prend son temps. C'est un film qui est long. Moi, j'aime ça. Il faut apprécier. Vous êtes là pour un sacré bout. Il faut être capable de garder l'attention pendant presque 4 heures. Puis, j'ai trouvé ça excellent. Le personnage principal, qui n'est pas un archétype fréquent chez Scorsese. On suit essentiellement quelqu'un qui subit. Il n'y a pas vraiment de volonté dans rien ce qui se passe. Il subit un peu l'action, alors que même dans King of Comedy, même si le personnage est un peu un loser, il y a beaucoup d'initiatives. Je ne sais pas si tu vois où ce que j'en ai. Mais grosso modo, j'ai trouvé qu'il y avait plein de nouvelles affaires. J'ai trouvé que c'est magnifique. Là, pour vrai, c'est la façon dont c'est tourné, les images dans ce film-là sont incroyables. L'histoire est très bonne. Un excellent Scorsese. Je ne sais pas ce qui se figure. Là. Il est dans les meilleurs. Il est certainement dans les meilleurs, mais ils sont tous bons. Ils sont tous excellents, ou presque. En fait, je pense qu'ils sont tous excellents. Bref, voilà, mon réalisateur préféré a encore marqué un grand coup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dominique? Tout à fait. Moi, j'ai de la misère à le placer là, pour l'instant. J'ai trouvé que le montage, on revenait à un montage Casino Goodfellas. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'action qui sont expliqués rétroactivement, avec des coupures par des personnages qui font irruption un peu comme un Deus Ex Machina, mais dans un contrôle complètement parfait. Ce qui fait qu'on revient vraiment dans le Scorsese des années 90. Là, puis, moi, on pourrait faire une émission juste là-dessus, mais j'ai été voir au cinéma, j'ai passé comme une lettre à la poste. Je suis sorti là, j'ai fait comme, voyons donc, ça dure 3h30, ce film-là. Ça me semble, on dirait un temps régulier de film. Et non, vraiment, allez le voir. Encore une fois, le maestro. Ben oui, et voilà, un dé. On va parler d'autres maestros, mais allons-y. Fait que là, pour faire spécial, puis là, tu sais, ça tombe comme ça. C'est le début, on va faire quelques fois des listes. À terme, à un moment donné, on va les avoir toutes faites. Fait qu'on va peut-être en revisiter quelques-unes, mais ça va prendre un certain temps. Mais là, c'est notre palmarès, hein, des meilleurs, les meilleurs, nos préférés et les mentions honorables des films d'horreur. Donc, là, ça va sortir après l'Halloween. C'est un peu niaiseux, mais c'est pas grave parce que l'année prochaine, vous allez avoir franchement une belle liste là, d'excellents films d'horreur pour votre premier marathon annuel. Nous, on a fait notre 8e marathon annuel que tu as lâchement raté, Dominique, je le mentionne. Là, mais, en effet. Mais bref, cette année, c'était les monstres de l'espace. Notre thème, ça s'est super bien passé. On a écouté des grandes choses comme Killer Clown from Outer Space et d'autres bijoux comme ça. Mais bref,
Alors, c'est ça. C'est nos listes de nos meilleurs films, nos films préférés et nos mentions honorables dans le cinéma d'horreur. Je commence immédiatement avec, à mon avis, les 5 films les plus marquants, les plus grands films. Bref, la série des meilleurs, la liste probablement la plus difficile à faire parce qu'on essaye d'avoir une objectivité qui est incroyablement difficile à atteindre. Mais bref, voilà, on commence. Commençons très fort, d'après moi, le numéro 1. Et je ne monte pas la liste par en haut. Je la descends du haut vers le bas parce que c'est juste intéressant d'en parler. Mais évidemment, le numéro 1, pour moi, ça va être un énorme cliché, mais c'est évidemment The Exorcist. The Exorcist, sorti en 1973. Réalisateur William Friedkin. Ça a été écrit par un certain William Peter Blatty. Moi, je ne sais pas si tu le connais d'habitude. Ces références-là, toi, Dominique, ça te parle. Tu m'en parleras peut-être à la fin de ma liste. Mais bon, The Exorcist, hein, on se souvient, ce film-là, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques dans les salles de cinéma. Il y a eu des scandales autour de ce film-là. Est-ce qu'on devrait le présenter? Est-ce que c'est trop terrible? Il y avait des gens qui avaient des crises de panique. Ça a été un phénomène social. C'est un film comme il s'en sort une fois tous les 50 ans, c'est-à-dire un film qui renverse complètement le monde du cinéma par le niveau de terreur, le réalisme, les décors, les costumes. C'est la première fois qu'un film d'horreur gagnait l'Oscar du meilleur film. Bref, The Exorcist, grand film. De quoi ça parle, The Exorcist, rapidement? D'une mère qui observe que sa fille, qui devient une adolescente, a des comportements erratiques. Et là, ça va de mal en pis jusqu'à ce qu'elle en vienne à croire que sa fille est possédée par le diable et demande à un prêtre d'exercer un exorciste pour essayer de libérer son enfant de cette emprise. Ça a l'air c'est une prémisse un peu cliché aujourd'hui, là, mais c'est ça qui a lancé le cliché. Ce film-là est extraordinaire. Si vous n'avez jamais vu ça, il y a une partie de moi qui vous juge, il y a une partie de moi qui vous envie. On en a parlé souvent. Donc, deuxième film sur ma liste. On fait des top 5 hein, cette fois-ci. Les top 10, c'était très long. C'était pour établir l'univers. Maintenant, on y va vraiment avec des listes un peu plus courtes. Numéro 2. L'autre, hein, on a parlé du maestro. On va parler d'un des maestros de l'horreur, je veux dire. John Carpenter. Donc là, pour moi, le meilleur John Carpenter. Et ce n'est pas mon préféré. Moi, j'ai un sweet spot pour le genre slasher. Là, j'annonce un peu mes couleurs. Mais bref, je pense que si on regarde au niveau de, encore une fois, son film le plus marquant, celui pourquoi est-ce qu'on va se rappeler de John Carpenter? C'est quoi sa plus grande prouesse de réalisateur? Ben, c'est évidemment The Thing. Hein, The Thing que j'ai réécouté justement pendant mon marathon de films d'horreur cette année. C'est un monstre de l'espace. The Thing, bien qu'on la voit jamais vraiment, on ne sait jamais vraiment ce que c'est. C'est super angoissant. Donc, film réalisé par John Carpenter, sorti en 1982, mettant en vedette Kurt Russell, Wilford Brimley et Keith David. Évidemment, l'histoire va s'être principalement souvenue de Kurt, mais bref, je le mentionne quand même. The Thing, qu'est-ce que c'est? C'est des scientifiques, c'est un huis clos dans un centre de recherche en Antarctique. Un bon matin, il y a un chien qui se présente sur leur terrain, se fait poursuivre par un hélicoptère. Et puis là, une fois que le chien est mélangé avec l'équipage, tout le monde est pris d'une étrange maladie qui, grosso modo, fait en sorte qu'il se transforme en abomination terrible. Là, quand c'est pas des tentacules, ou c'est hyper gore. Ce qui est incroyable, c'est que c'est juste des effets visuels pratiques. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran a été vraiment filmé. Il n'y a aucun appui par quelque chose qui serait généré par ordinateur, de fameux CGI dont on parle souvent. Donc, ce film-là, c'est une prouesse de réalisation. L'histoire est hyper angoissante. Des fins ouvertes comme tes aimes. The Thing, à absolument voir et à mettre régulièrement sur sa liste de marathon. Trouvez-vous des raisons d'écouter The Thing une fois par année? Une des rares réussites de Lovecraft au cinéma, c'est un film Lovecraftien. Il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait. Pas beaucoup. Tout à fait.
tout à fait, et c'est extraordinaire. Troisième film, alors là, on se ramène aux origines du genre, hein, quand le cinéma d'horreur a commencé. Donc, on s'en va en 1935. Bride of Frankenstein, un film de Jim Wells, mettant en vedette, évidemment, Boris Karloff, Elsa Lanchester et Colin Clive dans le rôle de Igor. À l'époque, les films étaient très courts. Hein? Ça dure à peine 1h15. Ce film-là, je le mentionne, mais honnêtement, c'est magnifique, Bride of Frankenstein. Puis évidemment, l'original avec Karloff est grandiose aussi. Évidemment, pour la fameuse citation de It's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Puis évidemment, mais tous les autres clichés là, de Frankenstein qu'on connaît aujourd'hui, énormément de ceux qui sont repris dans Young Frankenstein de Mel Brooks proviennent en fait de Bride of Frankenstein. Grosso modo, Bride of Frankenstein, l'histoire est mieux développée, les personnages sont plus intéressants, l'enjeu est autour du docteur Frankenstein qui essaie de réparer son erreur. Puis, dans le roman, c'est un peu comme si Frankenstein puis Bride of Frankenstein, avec beaucoup de modifications, couvrait l'entièreté de l'histoire qui se passe dans le roman. Mais la deuxième partie, c'est la partie la plus intéressante avec la fameuse scène avec le prêtre qui est aveugle, etc. Bref, grand film d'horreur. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est très court, ça s'écoute d'une traite, ça dure 1h10 environ. Puis, grand classique, Boris Karloff, grand acteur d'horreur. On passe à mon quatrième de mon palmarès des meilleurs films d'horreur, à mon avis. Et là, ben, c'est... Hein, évidemment, notre ami Stanley se pointe le visage. Donc, The Shining de Stanley Kubrick, sorti en 1980, avec le grandiose, un de mes acteurs préférés, Jack Nicholson. L'incroyable Shelley Duvall, celle qu'on dirait qui était née pour jouer Olive dans Popeye, chose qu'elle a fini par faire d'ailleurs. Et Danny Lloyd qui joue le petit, justement, Danny. Bon, que dire de ce film-là? Incroyable. C'est l'histoire d'une famille qui se fait d'un auteur qui se trouve un peu une job de rêve pour un auteur, c'est-à-dire un hiver, toutes dépenses payées dans un grand hôtel pour en être le gardien. Tu as une paye en plus que tu peux prendre tout ton temps pour écrire. C'est un peu un deal parfait pour lui. Le seul deal, c'est que la seule chose, c'est que la dernière fois qu'ils ont eu à faire garder l'hôtel comme ça, ben la personne qui était responsable de garder l'hôtel a tué toute sa famille dans une espèce de massacre épouvantable. Puis là, ben, le film est un lent processus dans lequel le personnage de Jack Nicholson devient fou. Puis là, c'est tout le temps la question qui est se poser et qu'on n'est jamais certain. C'est est-ce que c'est lui qui devient fou à cause de l'isolement ou vraiment l'hôtel a des pouvoirs magiques? T'sais, bon, bref, moi, je pense qu'il s'est suggéré que oui, peut-être plus fortement que non, mais c'est jamais largement confirmé. Il y a une question aussi d'un peu de télépathie là-dedans. Bref, The Shining, très, 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 très bon. J'ai vu Dr. Sleep, étonnamment, très bon aussi. Étonnamment, très bon aussi. La suite, je m'attendais absolument pas à ce que ça soit intéressant. Ça l'était jamais autant que l'original. Que dire de Jack Nicholson là-dedans, le regard, il est terrifiant là-dedans. Il tue à peu près personne, puis pour vrai, tout fonctionne quand même. C'est vraiment super bon, The Shining. Si vous n'avez jamais vu ça, écoutez ça. Dernier de ma liste des 5 plus grands. Eh bien là, je l'ai dit, moi j'ai un sweet spot pour le slasher, le genre slasher, donc le psychopathe qui tue des gens avec un couteau essentiellement. C'est la chose qui, dans le cinéma d'horreur, que j'ai le plus de plaisir à l'écouter. J'en manque très rarement au cinéma. D'ailleurs, Dominique, on va aller voir Thanksgiving ensemble. Ça sort très bientôt. Oui, de Eli Roth. Ben oui, tout à fait. On va aller voir ça. Ça va être. Je suis très excité à propos de ce film-là. Mais bref, la genèse, hein, l'origine, le masterpiece du grand parmi les grands, Psycho de Alfred Hitchcock, qui est un thriller psychologique, un film de suspense avec un
un cliffhanger incroyable à un moment donné au film. Je ne dirais pas, je ne vendrai pas le punch, mais ça, quand s'il se révèle qui est le tueur dans ce film-là, c'est quelque chose qui est vraiment très surprenant si vous n'avez jamais vu le film. Mais c'est surtout le premier slasher, c'est-à-dire cette première peur qu'on a, sans qu'il y ait énormément de meurtres dans celui-là. Puis c'est beaucoup les suites, le Psycho 2, Psycho 3, qui va confirmer Norman Bates comme étant un slasher. Mais quand même, Psycho 1960, Alfred Hitchcock a réalisé ce film-là. C'est grandiose, c'est tout ce qu'on connaît, la scène de la douche. Ça renversait plein de codes dans ce film-là. Le fait que la poster girl reste pas longtemps dans le film. Ensuite de ça, tout le développement de l'histoire, quand on réalise comment les victimes se font prendre au piège. Bref, Psycho, Alfred Hitchcock. Franchement, vous ne vous trompez jamais avec Alfred Hitchcock. Littéralement jamais. Littéralement jamais. Mais celui-là, c'est un de ses meilleurs. Donc, ça conclut comme ça mes 5 meilleurs films d'horreur de tous les temps. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, j'en pense, je dois me garder la surprise. Puis on a 2 matchs. Oui, c'est sûr. On va avoir des matchs en soi. On va avoir des matchs. Mais pour vrai, on a l'Exorciste et Psychose en match. Je m'attendais à l'Exorciste. William Peter Blatty. Je vais commencer par lui. William Peter Blatty, que tu parlais tantôt, tu as pas mal résumé en gros le truc. Peut-être sur William Blatty, il a notamment écrit le film La 9e configuration. Il l'a réalisé aussi et scénarisé. Je vous invite à l'écouter, c'est vraiment bon. Puis il a aussi réalisé et scénarisé L'Exorciste 3, hein, un des rares bons. En fait, écoutez L'Exorciste et L'Exorciste 3, si jamais c'est ce que vous avez écouté, c'est tout. Puis, voilà, on a un premier match. Donc, rapidement, j'avais ça à rajouter peut-être dessus. Sinon, évidemment, Psychose. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ce match-là, Psychose non plus, parce que tu sais, on se base beaucoup dans les tops sur le teamwork parce que, c'est compliqué les tops, hein. Puis, peut-être que je pourrais rajouter sur Psychose, évidemment, Max, tu nous as parlé là, du punch extraordinaire qui a été mis. Peut-être en supplément de Psychose, il y a un petit film qui est passé en dessous du radar avec Anthony Hopkins qui s'appelle Hitchcock, tout simplement. C'est une fiction sur comment Hitchcock a réalisé Psychose. Donc, c'est vraiment un bon film. Si jamais en supplément de Psychose, vous voulez voir un peu comment il a hypothéqué sa... Parce qu'il faut dire aussi que Psychose, les studios ne voulaient pas suivre. Hein? Donc, il a hypothéqué sa maison pour pouvoir le payer. Il a travaillé gratuitement. Il a fait acheter tous les exemplaires du livre Psychose qu'il y avait aux États-Unis pour pas que les gens puissent le lire avant. Donc, c'est une anecdote que je pense qui valait la peine. Donc, c'était pas mal ça pour nos matchs, Max. Donc, moi, là, évidemment, les meilleurs films, je les interprète souvent comme étant les films les plus marquants dans le développement du cinéma. Donc, il y en a... Je vais continuer avec un film que je ne saurais dire en langue originale. Je m'excuse. C'est Aksan. Yaksan. En danois, c'est Yerkshan. En français, The Witch ou Witchcraft Through the Ages. Donc, il s'agit en fait d'un objet cinématographique. C'est à la fois une fiction, à la fois un documentaire qui a été réalisé par Benjamin Christensen. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. C'est un film muet de 1922. C'est un mélange, en fait. Le réalisateur, on est au début du cinéma. Hein, donc, le réalisateur voulait un peu mettre en image les chasses aux sorcières, les superstitions autour des sorcières. Donc, il a fait beaucoup de recherches à travers notamment un livre que l'Inquisition utilisait qui s'appelle Le Malleus Maleficarum. C'est un film en plusieurs parties. C'est comme comment dire, un recueil de courts-métrages. Donc, il y a des parties, c'est des thèses sur les démons. Des fois, c'est des mises en scène au Moyen-Âge, des apparences que prenait le diable. Bref, c'est vraiment un film, c'est un film muet avec des panneaux. C'est vraiment un film de trip visuel. Il est magnifique. C'est impensable que ce film-là soit un film du début du cinéma. En fait, on dirait un film, quand vous l'écoutez, on dirait un film qui a été fait aujourd'hui en hommage au film
des années 20, tellement ce film-là regorge d'idées. On se dit c'est pas possible, il ne pouvait pas avoir autant d'idées au début du cinéma. C'est vraiment aujourd'hui comme une accumulation qu'on a. Mais non, en fait, il l'a vraiment. Donc, je vous invite. Donc, Aksan, je m'excuse pour les parlants suédois, de 1922. Sinon, pour continuer un petit peu dans le rétro, et pour un film la même année, en fait, c'est évidemment, Max, il fallait que j'en parle, puis là, tu vas voir le teamwork. Nosferatu de Murnau. D'ailleurs, pour l'anecdote, donc, film de 1922, un film un peu comme qu'on connaît comme étant un film d'expressionnisme allemand. Donc, c'est un peu la période avant la montée du fascisme. Bon, il y a une espèce officiellement, c'est Dracula. Ouais, en fait, c'est ça. Sans les droits. C'est ça, c'est que la femme de Bram Stoker ne voulait pas céder les droits à Murnau. Et puis, il a donc fait un pastiche très, très calqué sur l'histoire où on suit le comte Orla plutôt que Dracula, mais c'est sensiblement la même histoire. Puis, donc, c'est un film qui a jeté beaucoup, beaucoup les bases là, de l'expressionnisme allemand. Pour l'anecdote personnelle, je pense qu'un de mes premiers contacts étant enfant avec le cinéma d'horreur, c'était juste une bande-annonce qu'il y avait à Canal D ou un affaire de même sur le cinéma d'horreur. Puis il y avait la scène où, dans le trailer qui passait, il y avait la scène où tu voyais le comte Orla, j'allais dire Dracula, monter les escaliers, mais en fait, c'est juste son ombre. Ouais, avec les grands doigts. Avec ses grands doigts, là. Ah, ça m'a arraché le cœur. Tantôt, je parlais de Psychose Hitchcock. Murnau aussi, sur Nosferatu, il y a un film sur la construction du film Nosferatu, qui est une fiction, avec John Malkovich, qui s'appelle Shadow of the Vampire. Et voilà. Super film. Donc, en complément à l'écouter, vraiment. Donc, je le mets Shadow of the Vampire, là, pour les gens, là, si vous posez, c'est quoi un peu la prémisse? C'est que Malkovich joue Murnau, qui est tellement loin dans son trip cinématographique qu'il engage un vrai vampire pour jouer le vampire dans son film de vampire. Puis là, vous imaginez, allez voir la suite si vous voulez voir comment cette idée de génie arrive à cause comme problème, mais ça se passe, c'est supposé être un pseudo-film historique qui fait prendre à l'histoire un tournant qu'elle n'a jamais pris, mais c'est vraiment excellent. Shadow of the Vampire, vraiment excellent. Oui, puis il y a évidemment le remake de Werner Herzog, super bon également. C'est un très, 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 très honorable remake. Et la rumeur dit que Robert Eggert, réalisateur de The Witch, et puis Hereditary, non pas Hereditary, juste The Witch, bref, je mélange, mais The Witch réaliserait là, un troisième remake du film, donc à suivre. Écoute, on ne change pas les habitudes. Je me suis dit, je le mets dessus, je le mets dessus pas, je le mets dessus, je le mets dessus pas. Ah, on y va. Rosemary Baby de cette enflure de Roman Polanski, film de 1967. Et puis, évidemment, moi, tu sais, Max, j'aime aussi les conditions de production d'un film, puis comment aussi il rentre dans l'histoire. Malheureusement, bon, ce film-là, bon, il était en préparation quand il y a eu le fameux meurtre de Sharon Tate, qui a donné, bon, un de tes films, un de tes Tarantino favoris, hein, Once Upon a Time in Hollywood. Bon, ben, il est en préparation de tournage, si je ne me trompe pas, pour ce film-là quand arrivent les meurtres. Donc, évidemment, Rosemary Baby, 1968. Raconte sensiblement, c'est un Paranac trailer, raconte sensiblement l'histoire d'une jeune femme, Rosemary, qui est enceinte avec son conjoint qui est comédien, qui prennent un appartement à New York et puis finalement sur l'étage, elle commence à soupçonner un peu des cultes de sorcellerie. Il y a un peu un lien là, avec Aksan que je vous parlais au début. D'ailleurs, il y a plusieurs petits clins d'œil à ce vieux film-là dans Rosemary Baby. Et puis, ce film-là a été un succès monstre. Grâce à la télésérie que Max, tu m'as recommandé, The Offer, j'ai appris que les liens de production, que la confiance nécessaire par le producteur a été donnée pour faire le parrain après, là, oui. Sans Rosemary Baby, il n'y a pas le parrain. Exactement. Ben, j'ai appris ça grâce à
à cette série-là. Donc, évidemment, moi, c'est un film, j'adore les huis clos, j'adore les Paranoid trailers. Donc, je l'avais déjà mis dans un autre épisode, mais je me suis dit, allez hop, je pense que c'est un marquant dans le tournant des films des années 60. Et il nous le fallait, il nous le fallait. Donc, ben, c'est sûr que mon top est un peu écourté, Max, parce qu'on a eu 2 matchs. Donc, moi, ça fait pas mal le tour là, pour Ben oui, tes 5 meilleurs. mes Donc, 5 meilleurs que je pense. Évidemment, après ça, oui, ben oui, Shining, puis ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? 5, c'est mais qu'est-ce 5. que tu veux? 5, c'est 5. 5, Exactement. c'est 5. Bon, sans plus tarder, je vais aller à mes 5 préférés. Hein? Et là, vous allez voir, c'est là où l'objectivité prend le bord. Donc, c'est pas aussi varié hein, comme menu. Hein? C'est beaucoup de fois la même chose. Donc, premier film, derrière moi, Halloween. Mon préféré, non, pas mon préféré, mon film d'horreur préféré de John Carpenter. Halloween, l'original, sorti en 1978, réalisé par John Carpenter, mettant en vedette, évidemment, Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Film qui a inventé l'icône féministe qu'elle allait devenir la Final Girl dans le cinéma, c'est-à-dire, enfin, hein, un personnage féminin qui n'a pas besoin d'un dude fort et puissant pour se débarrasser du méchant. Elle s'en charge, elle réussit à survivre elle-même parce que quand même Michael Myers est quelqu'un de menaçant. Franchement, que dire d'autre que l'histoire est assez simple. C'est un enfant, un soir d'Halloween, pour une raison aucunement expliquée, il tue sa sœur, le chum de sa sœur. En tout cas, il tue un paquet de monde dans sa maison. Ses parents arrivent d'une soirée, ils le trouvent, il a commis des meurtres. Il l'envoie il est envoyé dans une hôpital psychiatrique. Tout ça se passe en quelques minutes et expliqué rapidement. Finit par s'évader de l'hôpital psychiatrique, quelque chose comme 15 ans plus tard. Revient chez lui et repart dans une série de meurtres où il s'en prend pour une raison plus ou moins expliquée aussi à cette époque-là, juste parce que c'est effrayant, à des gardiennes d'enfants qui, le soir de l'Halloween, gardent des enfants après, quand ils sont revenus d'être allés trick-or-treater pendant que leurs parents sont allés dans leur party de bureau d'Halloween ou que sais-je, où ce qu'ils sont. Puis, bref, le film, c'est juste ça. Ils passent de maison en maison. Puis, c'est un slasher. Fait qu'ils slash. Mais il n'y a pas tellement de sang. Il n'y a pas tellement de meurtre. Tout est en suggestion. Tout est en ambiance. Tout respecte. Et c'était très inspiré des principes de Hitchcock, où Hitchcock disait c'est bien plus terrifiant si quelque chose est suggéré puis tu te l'imagines dans ta tête. Tu sais, ou si tu vois juste le début puis le résultat, puis tu vois pas comment ces deux choses-là se sont faites. C'est plus terrifiant si tu fais ça que tout mettre à l'écran. Moi, j'ai quand même une appréciation du Carnage Candy. Là. Je pourrais pas prétendre le contraire. Mais le premier Halloween, c'est un chef-d'œuvre, c'est terrifiant, c'est super bon. Si vous avez jamais vu ça, il y a vraiment une partie de moi qui vous juge, puis il y a vraiment une partie de moi qui vous envie aussi. Deuxième film sur ma liste dans le même genre, c'est-à-dire les gens avec des couteaux qui font des meurtres. Scream, le premier Scream. Honnêtement, Scream, au départ, ça devait être une espèce de film hommage au genre slasher. Et là, c'est devenu finalement une trilogie pour devenir une franchise. Et c'est la seule franchise de slasher qui n'a aucun mauvais film. Les 6 sont bons. Les 6 sont pas aussi bons. Mais les 6 sont bons. Il n'y en a aucun que tu regardes et que c'est un bon film. C'est juste un bon film d'horreur, ça marche. L'intrigue est intéressante à chaque fois. Le côté enquête rend la formule de ces films-là super intéressante parce que c'est tout le temps à mi-chemin entre un film policier et un film de slasher. Ça exploite les règles. C'est quoi Scream? C'est ça, c'est des adolescents geeks de films d'horreur
qui sont pourchassés du jour au lendemain par un tueur qui, lui aussi, semble être un connaisseur de films d'horreur, c'est comme le tueur, il veut faire un slasher dans le vrai monde, si tu veux. Puis là, ben, c'est ça. C'est le groupe d'ados qui essaye de. Après ça, ça devient super classique. Mais les personnages sont incroyables. C'est super bien écrit. Bref, Scream, c'est vraiment très bon. Dans mes préférés que j'écoute souvent, trop souvent peut-être. Puis j'en rate jamais un quand il y en a un au cinéma. Prochain, troisième de ma liste. Nightmare on Elm Street. C'est le dernier. 3 slashers quand même. Ça va. Nightmare on Elm Street, le premier, l'original. Ça a été difficile de trancher. Là. Il y en a un autre, Nightmare on Elm Street. C'est la seule série slasher qui en a 2 dans mes 3 listes. Parce que c'est mon slasher préféré. Moi, l'idée que quelqu'un vienne nous attaquer dans nos rêves, c'est-à-dire dans un monde imaginaire qu'il contrôle, dans lequel il peut faire ce qu'il veut, les choses les plus terrifiantes, les plus gore imaginables. Et en plus, tu es un peu vulnérable dans tes rêves. Puis ça en tout cas, cette idée-là générale du personnage de Freddy est, à mon avis, incroyablement plus mythique que certains de ces films le sont, c'est certain. Nightmare on Elm Street, le premier, par exemple, film de Wes Craven, sorti en 1984, mettant en vedette Heather Langenkamp, Johnny Depp et Robert Englund. Johnny Depp, c'est sa première apparition au cinéma. On dira ce fiefé coquin de Johnny Depp. Bref, oui, A Nightmare on Elm Street, c'est quoi? C'est, encore une fois, un groupe d'adolescents qui commencent à réaliser qu'ils font tous les mêmes cauchemars à propos de ce même homme tout brûlé avec des couteaux à la place des doigts. Et ben, c'est ça, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à temps qu'il y en ait une de leur gang qui, ben, nous, on le sait de notre point de vue, le spectateur, que s'est fait tuer par Freddy Krueger, le personnage de Robert Englund, dans son sommeil. Mais ce que les gens dans leur univers du film ont vu, c'est juste, ben, une personne a vu d'ailleurs son copain qui va se faire accuser du meurtre. Voit, c'est elle qui est comme transportée au plafond d'ailleurs dans une scène qui est incroyable. Puis qui se fait couper par 4 lames qui sont, ben nous on le sait, les lames de Freddy. À Nightmare on Elm Street, il y a eu un marathon au complet de ça sur Touski TV le week-end dernier. Il est d'ailleurs disponible en rattrapage sur Patreon. Si vous n'avez jamais vu ces films-là, ben empressez-vous. C'est bon à tout moment de l'année. C'est surtout le premier. Ils sont pas tous bons, c'est pas vrai. Ils sont pas tous bons. Je vais vous en donner un 4. autre. Hein? Le 4, je l'aime profondément. Ah, le 4 est pas si mal. Non, le 4 est quand même le fun. Il est bon. Non, le 4 est bon. Le 4 est bon. Je vais vous en donner un autre aussi dans ma prochaine liste qui est excellent. Donc, maintenant, on va changer de genre pour aller vers probablement ce qui est mon deuxième genre de cinéma d'horreur préféré, c'est-à-dire le zombie, hein, le cinéma de masse zombie. Et évidemment, ben, j'ai choisi un film du maestro, celui qui a inventé le mass zombie movie. Parce qu'il faut savoir qu'avant Night of the Living Dead, réalisé par George Romero, la figure du zombie dans le cinéma d'horreur était une figure un peu plus classique, c'est-à-dire inspirée du vaudou, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir antillais qui nous permet un peu de la nécromancien, c'est-à-dire tu réanimes un mort, puis là, dans lequel il est comme sous ta transe, c'est toi qui le contrôle. Il est mort, mais c'est un mort vivant, mais qui n'a pas de volonté propre, mais il est dirigé par un maître. Un excellent film là-dessus, c'est White Zombie avec Bela Lugosi, mais il y en a plusieurs autres. Romero, en 68, va arriver avec Night of the Living Dead. Et là, ça va lancer ce que nous, on connaît comme étant les films, le genre zombie de nos jours. C'est-à-dire avec des hordes de zombies dans lequel c'est une espèce, c'est soit un virus ou
c'est parfois d'autres choses pas claires comme dans Return of the Living Dead, mais grosso modo, c'est des morts vivants qui essayent de manger de l'humain, manger du cerveau d'humain ou mordre de l'humain pour répandre le virus. Là, c'est l'idée générale, c'est du outbreak, de la pandémie. J'ai écouté beaucoup de films de zombies pendant les lockdowns de la pandémie de COVID. Qu'est-ce que vous voulez? Je fonctionne à la catharsis. Mais bref, pour moi, le meilleur film de Romero, c'est pas, bien que Night of the Living Dead ait eu un impact incroyable, Dawn of the Dead, son deuxième, pour moi, est le plus grand film de zombies. Tout est là. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte Dawn of the Dead. C'est un film qui a été réalisé par George Romero, comme je le disais. L'année de la sortie, c'est 1974. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est dans son univers. Donc, George Romero, après Night of the Living Dead, son univers des morts est tout le temps le même. Puis le outbreak a eu lieu, on ne sait pas trop quand, avant Night of the Living Dead. Puis on est toujours dans cet univers-là. Fait que quand tu commences dans Dawn of the Dead, il n'y a pas de réexplication. Tu es dans ce monde post-apocalyptique-là, dans lequel il y a des zombies partout, puis l'humanité essaye de survivre. Puis là, ben, vu qu'on est des années 70, vu que c'est le nouvel Hollywood à l'époque, ben là, on est dans la chronique la plus totale. C'est-à-dire, on trouve un groupe de combattants, puis on va assister. Le film, c'est grosso modo un certain temps dans leur vie où ils vont résister à l'invasion zombie. Puis on ne sait pas si les personnages après survivent, ni si d'où ce qu'ils viennent. C'est vraiment juste, ils sont là, puis ils se retrouvent dans un centre d'achat, puis ils essayent de survivre, puis de sortir de là, puis de move on à la prochaine étape de leur périple, qui est grosso modo juste survivre à des zombies. Mais c'est tout le film, les effets spéciaux, les costumes, les déguisements. Les costumes et les déguisements, c'est la même chose. Les décors, pardon. Les costumes et les décors sont extraordinaires. L'histoire est super simple, mais tellement bien exécutée. C'est là-dedans qu'il y a des scènes mythiques comme quand il se trimballe dans une espèce je me semble que c'est une brouette avec un gars armé dedans, puis il fait juste descendre des zombies. Bref, il y a des choses qui ont été reprises après ça dans Shaun of the Dead, dans plein d'autres films de zombies par après. Dawn of the Dead, c'est Dawn of the John Ross, à mon avis. C'est-à-dire, Night of the Living Dead avait connu un succès, mais ça aurait pu rester cette seule fois où on a fait un film de mass zombie. Dawn of the Dead a lancé le genre. Ça a été, après ça, quand on pense aux zombies de nos jours, on ne pense à rien d'autre, en fait, que ces films de mass zombies-là. Donc, si vous voulez voir, à mon avis, le meilleur film de ce genre-là qui a été fait, des mass zombies, Dawn of the Dead de George Romero. Et le dernier, mais non le moindre de ma liste de préférés, probablement l'autre sous-genre du cinéma d'horreur que j'aime énormément, c'est-à-dire tout le possession, démon. J'ai un amour pour les espèces d'univers Lovecraftien. Hein. C'est Lovecraftien au sens que c'est inspiré de Lovecraft, mais c'est pas directement une nouvelle de Lovecraft. Mais c'est bref, Evil Dead 2 de Sam Raimi. C'est difficile à décider entre qu'est-ce qui est meilleur entre Evil Dead 2 parce que c'est essentiellement le même film. Evil Dead 2 sort en 87, Evil Dead 1 sort en 80. Evil Dead, c'est le film de finissant de Sam Raimi. C'est son film universitaire qui a connu un succès culte après. C'est super bon à regarder. C'est essentiellement la même histoire, mais comment dire, avec des moyens plus modestes, même si le 2, les moyens sont assez modestes, mais quand même. Puis sans le côté comédie d'horreur. Hein. Evil Dead original est vraiment plus dans le classique horreur. Ce qui est intéressant avec Evil Dead 2, c'est que ça invente un sous-genre. C'est vraiment, à mon avis, la genèse du sous-genre de la comédie d'horreur, c'est-à-dire où on vient mélanger le style horreur, possession, très gore, très basé sur le jump scare, l'ambiance, avec une touche d'humour, des gags,
un côté irrévérencieux. Donc, c'est quoi Evil Dead? C'est une espèce de monsieur, madame, tout le monde, début vingtaine, américain qui travaille dans un mart, puis il s'est fait une petite copine, puis il veut l'amener dans un chalet la fin de semaine, passer une fin de semaine romantique. Puis là, quand il arrive dans le chalet, il tombe sur un enregistrement, puis dans cet enregistrement, là, il y a quelqu'un qui lit des incantations, ça réveille un démon un peu bizarre, puis là, qui possède tout le monde aux alentours et dans la maison. Ben là, lui, ce démon-là va essayer de tuer tout le monde avant le lever du soleil. Puis là, c'est comment est-ce que Ash, qui est joué par Bruce Campbell, et les autres qui vont être dans le film, qui n'y a pas tant d'autres personnages que ça. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 en tout, en plus de Ash. Mais c'est vraiment vont survivre à cette nuit-là. Puis évidemment, là, il y a la finale là, que je vais vous laisser découvrir puis qui mène à Army of Darkness, le troisième opus. Mais moi, c'est vraiment un de mes univers d'horreur préférés. Evil Dead, je les aime tous. En fait, c'est une autre série que je les aime tous. Evil Dead 2, Army of Darkness, le remake de 2011 qu'on est allé voir ensemble, Dominique, au cinéma à l'époque, est extraordinaire. 2008, pas 2011, je me trompe. Celui qui est sorti l'année dernière, Evil Dead Rise, était aussi excellent. C'était un plaisir de retrouver ces codes-là. Maintenant, c'est vraiment rendu une franchise avec ses codes, avec ses règles, que quand tu t'en vas voir un Evil Dead, tu sais à peu près ce qui va se passer. Tu peux prédire, tu peux reconnaître les codes du film. Bref, gros amour pour Evil Dead. Pour moi, le meilleur, c'est Evil Dead 2, sorti en 87. C'est mon 5e film préféré d'horreur. Qu'en penses-tu? Et à toi? Moi, je souscris avec l'ensemble des films qui sont là. J'y ai pensé à Evil Dead, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas retenu dans mes favoris, mais mon Dieu que c'est un film qui m'a longtemps habité. Là. Mais moi, en fait, je vais commencer par un film assez emblématique. C'est un film italien de Lucio Fulci. Ça s'appelle L'au-delà de Beyond ou Et tu vivere nel terrore l'aldilà. Je suis désolé pour les italophones, je m'excuse vraiment beaucoup. Donc, écoutez, Lucio Fulci, ce film-là, de Beyond, rapidement, c'est l'histoire d'un sorcier, un artiste qui, à travers, dans les années 20-30, ouvre une porte sur l'enfer en peignant une toile. Les villageois le punissent et puis, boum, on fait un saut dans les années 80 et la maison où le rituel a eu lieu est transformée en motel. Ça se passe à New Orleans par une jeune tenancière et puis c'est toutes les tribulations autour de la restauration de ce building-là. Évidemment, il y a des morts et tout. Mais pourquoi je vais vous en parler, c'est que, mon Dieu, que c'est le festival des effets gore assumé à 2 balles et c'est tellement plaisant. Moi, je trouve que c'est un film qui synthétise tout l'esprit d'une époque, l'esprit des gialli, le pluriel de giallo, c'est-à-dire les fameux tueurs aux gants noirs italiens avec un rasoir, avec, vous savez, le sang trop épais là, pour qui sortent bien à la pellicule. Et bon, les films zombies de, je pense, Lucio Fulci, mais aussi on pense à Deodato avec Cannibal Holocaust, à Argento, Suspira. Donc, l'ensemble de ce cinéma d'horreur-là des années 70-80, moi, je l'aime profondément et je me demandais c'est quoi le film le plus emblématique pour moi de cet esprit-là. Je pense que c'est L'au-delà de Beyond. Écoutez-les, une super bonne bande sonore. Et puis, toutes les imperfections du film, les marionnettes mal faites, le sang trop exagéré, les membres qui ne fitent pas quand ils sont arrachés, tout ça est savoureux. C'est un mindset extraordinaire. Moi, je l'écoute au moins une fois par année. C'est un film que j'adore. Je vais donc 1981, Lucio Fulci de Beyond. Sinon, Maxime, dans les films qui m'ont marqué, un film belge. Oh là là! Un film belge que je ne sais pas si tu connais, s'appelle Calvaire. Non. OK. Je voulais profiter de ma petite tribune pour faire de la promo de ce film-là qui est passé sous le radar rapidement. C'est un Calvaire, en fait, c'est un film qui est sorti en 2004. En 2004. De Fabrice Welz, W-E-L-Z. Je ne sais pas si c'est un franco-belge. Des fois, il y a des Belges qui ont des noms allemands aussi. Bon, donc, de Francis Welz, disons.
Écoutez, super film. C'est un chanteur de pommes. Un chanteur qui fait des covers de Johnny, des covers de Joe Dassin, qui fait des shows dans les résidences de personnes aînées. Il s'en va dans un village et se fait emprisonner par un cutéreux, un redneck belge. Hein? Donc, j'imagine qu'on dit un redneck. Puis, j'ai pas aussi bon accent que dans Dîner de con, mais bon. Donc, il se fait emprisonner par ça, et puis huis clos qui s'en sort, et puis rupture de ton du film. Dans le film, un déploiement de travelling extraordinaire, un film hyper anxiogène. J'ai écouté ça tout bonnement, là, dans mon habituelle écoute de films et de films d'horreur. Et j'ai regardé ça, j'étais pas bien. Après, j'ai fait comme, oh mon Dieu. Je pense que ça s'inscrit un petit peu dans la vague du. Tu sais, au début des années 2000, il y a eu une vague de gore français avec Frontières, avec Martyr, hein, qui était très connu, avec, mon Dieu. Il m'en vient pas d'autres à la tête là. Il y avait un film de cannibale. Bref, il y a tout eu Ah oui, Haute Tension. Donc, il y a tout eu un regain du cinéma d'horreur francophone européen. Et puis, je pense qu'il s'inscrit là-dedans. Mais écoutez ça. Calvaire, 2004, film belge. Vous ne serez pas déçus. Je voulais profiter de mon truc pour... parce qu'il était passé sous le radar. Écoute, Max, In the Mouth of Madness, oui, John Carpenter, oui. 1994. C'est Halloween, évidemment, tu sais, puis The Thing, évidemment, mais In the Mouth of Madness. Aussi, Prince of Darkness, en tout cas, on partira pas sur John Carpenter. Bon, alors, on va parler de ça, ce sera ça. In the Mouth of Madness, 1994, avec Sam Neill. Film du grandiose John Carpenter. Encore une fois, une des rares adaptations de Lovecraft au cinéma. Pourquoi? Parce que l'horreur Lovecraftienne, c'est un horreur qui n'est pas montrée. Ce qui est un peu problématique quand tu es dans un art du show don't tell. Et puis, rare. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Rares sont ceux, les artistes qui arrivent à maintenir cette espèce de lutte mentale avec le public où on nous propose des images, mais en même temps, on doit les combler avec notre propre imagination, là où au final, tout le monde fait siéger sa vraie terreur personnelle. Donc, rapidement, Neil, il joue John Trent, c'est un enquêteur d'assurance. Il est embauché par une boîte d'édition qui publie un auteur, Sutton Kane, qui est une espèce de pastiche à la fois de Lovecraft, mais en même temps un petit peu de, mon Dieu, je ne vais pas le dire. Stephen King. De Stephen King. Merci Maxime, qui a le blanc niaiseux. De Stephen King. Il disparaît et puis, bon, il trouve finalement à travers les romans des indices pour l'emmener dans un lieu mystérieux dont je tairai le nom. Et il se rend compte que la réalité est une chose qui se déchire fort facilement. Donc, c'est un film qui utilise aussi des astuces de narration. Comment je dirais, il y a un côté méta au film aussi. Là. Donc, le film a une réflexion sur lui-même sans être onctueusement postmoderne. C'est vraiment très, 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 très bien calibré. Écoutez-le, une des rares bonnes adaptations Lovecraftiennes au cinéma, évidemment, c'est que ça devienne de Johnny le Charpentier. Mon autre film, hey, mon Dieu, je vais m'en tirer un mauvais karma de notre public, Maxime, mais c'est un film que visuellement j'adore. C'est une comédie d'horreur. Tu as mis une comédie d'horreur. Je me suis dit, il a mis une comédie d'horreur, mais je ne devais pas regarder son top. Je vais mettre une comédie d'horreur, je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la DA, j'adore les costumes, j'adore la musique. Malheureusement, c'est un film de cette diante de Roman Polanski qui est The Fearless Vampire Killer, le bal des vampires en français. Ben oui. Super comédie. Évidemment, dans le fond, ce film-là synthétise l'ensemble de la mise en scène puis de la direction artistique des films de la Hammer Production. Ouais. C'est un film qui est sorti en 67. Donc, la Hammer Production, c'était évidemment les films, les monstres Hammer, Frankenstein, Dracula et compagnie. Il reprenait, l'idée des Hammer, c'est qu'ils avaient réussi à avoir les droits sur les Universal Monsters. Puis c'était des films qui étaient anglais. Puis ça a pris vraiment du temps avant qu'ils arrivent en Amérique, parce qu'à cause que Universal avait les droits sur ces monstres-là, il n'y avait pas le droit de faire jouer ces films-là en Amérique pendant longtemps, parce que c'est Universal qui avait les droits sur Frankenstein, Dracula, The Wolfman, La Momie, tous ces monstres classiques là, de l'ère du Golden Age du cinéma d'horreur. Puis Hammer les avait toutes refaites.
Puis moi, j'en ai plein ici, là, notamment, tu sais, le Dracula de Christopher Lee, puis j'en ai tout plein ici. Puis c'est vraiment, vraiment très, très, très bon, ces films-là. C'est très, très bon, là. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Absolument. Puis ces films-là, il y a un côté télé-théâtre dans ces films-là. Il y a un côté réutilisation de décors. Donc, il y a des fioles du laboratoire du docteur Frankenstein que vous allez voir sur je sais pas moi, dans le château de Dracula, puis des toiles qui reviennent parce que, bon, des économies de moyens. C'est des films qui sentent la soie. Ils ont un peu mal vieilli, mais faut se mettre dans le mood. Il faut regarder Dracula, Prince of Darkness, ça n'a pas mal vieilli. Prince of Darkness, le côté c'est télé-théâtre pourrait être rébarbatif à des gens. Mais il faut comprendre qu'on est aussi dans le moment où quand vous regardez les 10 commandements, vous regardez des vieux péplums, hein, on est le moment où le cinéma ne s'est pas encore défait complètement d'un de ses parents, qui est la littérature, puis la photo, puis la peinture, qui est le théâtre. Donc, souvent, c'est des plans larges, assez carrés, avec les acteurs qui jouent dedans, rentrée de champ, sortie de champ, cours, jardin. Bref, Polanski a utilisé l'ensemble de ces codifications-là pour faire un film vraiment visuellement magnifique. C'est comme un conte de fées horrifique, comique, un peu burlesque sur le thème des vampires. Donc, voilà, The Fearless Vampire Killer. Et puis, ben, je voulais profiter de mon onglet subjectivité, Max, pour relancer ce film-là, parce que je l'assume, film de 2022, film canadien, Skinamarink. Tantôt, on parlait de The Shining. Dans The Shining, il y a un concept qui me fascine depuis quelques années. C'est le concept, c'est assez populaire sur Internet, c'est les liminal space, les espaces liminaux, c'est-à-dire ces espaces qui mélangent anxiété, horreur et en même temps nostalgie. Des espèces d'espaces où, dans le fond, un liminal space, rapidement, en anthropologie, c'est un moment liminal, c'est un moment de transition entre deux étapes. Exemple, un rite initiatique pour devenir un adulte dans une tribu X, Y, Z. Donc, c'est le moment d'attente entre deux étapes. Et puis, on a appliqué cette idée-là de liminalité dans l'horreur en utilisant des endroits qui sont, exemple, une école vide la nuit, un aéroport vide, allez voir un Vidéotron désaffecté. Ce genre de trucs-là. Et donc, c'est vraiment une question de décor. Skinamarink, c'est un film qui se passe en 1995. C'est un film de 2022. En 1995, c'est deux enfants qui sont laissés de 4 et 5 ans derrière la caméra, mis à hauteur d'œil d'enfant. Et puis, on les suit dans une nuit où on plonge dans les peurs d'enfance en utilisant les espaces, ce qu'on peut s'imaginer. C'est tourné avec un peu le grain VHS. Et puis, moi, Max, ce film-là me fait jeter dans des terreurs du temps que le monde n'était pas rationalisé pour moi, c'est-à-dire quand j'ai de la petite enfance. Et je pensais pas, puis j'en ai vu en esti des films, là, je pensais pas que je revivrais une expérience cinématographique comme ça. Ça m'a jeté dans des terreurs. Puis il n'y a pas de jump scare, hein, il n'y a pas de. Attendez-vous pas à ça. C'est un film radical. Vous allez l'haïr ou vous allez l'adorer. Moi, j'ai été chanceux, j'ai tous ceux qui l'ont adoré. Il y a des gens qui sont comme je comprends rien, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai adoré. C'est un mood. J'ai vraiment vécu une expérience cinématographique, une terreur innommable. Que la dernière fois que j'ai goûté dans mon esprit, c'était probablement les dernières fois de la jeunesse où on pense qu'il y a des monstres en dessous de son lit. Voilà, c'est de la magie. Skinamarink, film canadien écrit et réalisé par Kyle Edward Ball, donc produit également, donc un artiste à suivre. Fait que c'est un petit peu ça, Max, mon topo pour l'onglet subjectif de nos préférés. Ben écoute, il y en a là-dedans que j'ai pas vu. Il va falloir que j'écoute ça, notamment le dernier dont tu as parlé. Sinon, In the Mouth of Madness. Mais honnêtement, John Carpenter, on pourrait faire un spécial. Ah, on le fera un jour, un spectacle uniquement sur John Carpenter. Ben oui, puis on va en écouter des films de John Carpenter parce que on est là pour donner une reste. On est, oui, pour là, passer de films, parler de films qu'on n'était pas certains, mais on est aussi là pour parler des films qui ont été oubliés ou des films qui ont été mal reçus au départ, mais appréciés à la fin. On est là pour faire découvrir des films, donner
une deuxième chance, une deuxième vie peut-être à des films qui ont été vus ou moins vus. Bref, c'est ça qu'on fait à Ciné Rédemption. Rapidement, mes 5 mentions honorables. On va aller un peu plus rapidement parce qu'on approche déjà de la fin de cet épisode-là. Donc, j'ai fait une modification, hein, parce qu'on est là pour le team. J'avais mis Rosemary Baby, mais tu en as tellement bien parlé que ça va me permettre d'en mettre un autre. Mais on va commencer avec Nightmare on Elm Street 3 de Dream Warriors. Alors, c'est là où Nightmare on Elm Street prend le virage comédie d'horreur. Hein, le premier étant un film d'horreur. Le deuxième étant une tentative de faire une suite horrible à un film d'horreur qui est moins réussi, pas trop mal. Le 2, c'est mitigé. Ça serait un bon sujet pour un épisode juste sur Nightmare on Elm Street, d'ailleurs. Mais Nightmare on Elm Street 3, c'est le fun. C'est-à-dire, l'histoire est le fun. Donc, c'est quoi Nightmare on Elm Street 3? C'est un film qui a été réalisé en 19... Oh là là, excusez-moi, Yes. Ouais, excusez-moi, j'ai un petit bug. Qui a été réalisé en 83. Je n'ai pas le réalisateur, excusez-moi, là, mais bref. Mais à Nightmare on Elm Street 3, The Dream Warrior, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, dans le fond, c'est que ça se passe dans un... Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans le cliché classique de l'hôpital psychiatrique où parmi un groupe de gens qui ont différents troubles, là, lesquels, un, c'est la consommation, donc d'autres, c'est l'extrême gêne. Bref, on est dans les clichés là aussi, mais il y en a un là-dedans, il y en a une là-dedans, une fille elle provient de la rue Elm. Donc, ça donne une porte d'entrée pour ce fiefé coquin de Freddy Krueger de s'en prendre aux enfants qui sont présents dans cet hôpital psychiatrique-là. Puis aussi, c'est l'entrée, ben, vous savez, c'est un peu fantastique, Freddy. Fait que là, c'est l'entrée clairement de la série où elle s'assume dans son aspect surnaturel. Fait que là, les adolescents là-dedans vont aussi avoir certains pouvoirs, notamment ce personnage-là qui vient de Elm Street. Son pouvoir, c'est qu'elle peut amener avec elle les autres dans son rêve, genre la conscience des autres dans ses rêves avec elle. Donc, ça va les permettre de bâtir une équipe, hein, puis de pouvoir affronter Freddy Krueger. C'est pour ça que ça s'appelle Dream Warrior. C'est le retour aussi de Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy, qui vient un peu conseiller les jeunes parce qu'elle a déjà survécu à Freddy. Donc, tout ça, on vous raconte tout ça, ça a l'air super cliché puis un peu cheesy, ce qui est effectivement le cas, mais c'est tellement bien réussi. Les meurtres sont tellement bons. Les personnages sont tellement attachants, c'est réalisé, c'est-à-dire, c'est léger, ça se prend pas au sérieux, mais c'est bien fait. Donc, on voit que le réalisateur a pris le temps et les gens qui ont écrit le scénario, puis aussi à la fin, il y a eu une attention sur le montage, il y a eu une attention sur la trame sonore, il y a eu une attention sur tout, ce qui donne un très bon film, super amusant à regarder, le fun à revisiter. Vraiment, Nightmare on Elm Street 3, c'est super le fun et super cool. La seule raison pourquoi il est dans mes honorables, pas mes préférés, c'est que tu peux pas avoir Nightmare on Elm Street 3 sans A Nightmare on Elm Street. C'est-à-dire, c'est vraiment une suite. Ça respecte les règles de sequel des films d'action. Puis c'est une sequel d'un film de slasher. Je veux dire, c'est vraiment très années 80. C'est vrai, tu peux pas faire plus années 80, à 80 que ça. Je pense que c'est 87 l'année que c'est sorti ou 88. Nightmare on Elm Street 3, c'est drôle, c'est le fun, il y a des bons kills, il y a des moments où ça te fait legit. Il y a des meurtres qui sont vraiment très angoissants. Je pense à celui sur celle qui a des problèmes de consommation. Bref, Nightmare on Elm Street 3, je le recommande. Probablement mon Nightmare on Elm Street préféré, même si j'ai mis le premier dans ma liste de préférés, vous comprenez comment ces choses-là sont jamais claires et finales. Deuxième film. Répondre à ta question avant que tu c'est Chuck Russell, le réalisateur, Max. On y doit d'ailleurs L'Effaceur, l'excellent L'Effaceur. On y doit également Le Masque et Le Roi Scorpion, en plus de Collatéral. Je t'en prie.
Incroyable. Mais merci. Hein, mais bref, je passe à mon deuxième film, Carrie. Carrie dans mes mentions honorables. Carrie de Brian De Palma, hein, la version de 1976, réalisée par Brian De Palma, d'un scénario écrit par Stephen King, inspiré d'un roman qu'il avait lui-même écrit, Stephen King. Donc, Carrie, c'est vraiment bon, Carrie. Hein. C'est vraiment un film d'ambiance, un film où la crainte puis la peur se bâtit petit à petit. Hein? C'est pas un film encore là où on fait le saut. C'est un film qui devient graduellement plus angoissant. Tous les personnages deviennent de plus en plus désagréables. Ce personnage-là te fait pitié de plus en plus. Elle se fait boulier. Tout va mal pour elle. C'est terrible de A à Z, Carrie. Puis là, arrive la fin. Puis là, Carrie devient pire que tout ce qu'elle est. Fait des choses pires que tout ce qu'on y a fait. On ne peut pas ne pas être sympathique. Bref, Carrie, c'est super bon. Si vous n'avez jamais vu ça, il y a une partie de moi qui vous juge, il y a une partie de moi qui vous envie. Comme je le répète souvent. Donc, avec quoi j'ai remplacé Rosemary Baby? Je vais le remplacer avec un film assez récent. La version la plus récente, celle de 2017, donc la première partie seulement de Hit. Je tiens à le dire, la première partie seulement, la deuxième, c'est pas très bon malheureusement. La première partie de Hit, réalisateur Andy Muschietti, c'est vraiment excellent. C'est sorti dans les grosses années de popularité des premières saisons de Stranger Things. Une des inspirations principales des scénaristes de Stranger Things, c'est le scénario de Hit. Donc, tu sais, c'est un peu le succès d'un permet le retour de l'autre, si on veut. Mais on est dans un contexte assez semblable, c'est-à-dire c'est des jeunes dans une espèce de ville de banlieue américaine qui se font poursuivre par une espèce d'entité qui est ce clown-là, Pennywise, qui prend la forme d'un clown terrifiant, puis qui se nourrit de leur peur, puis qui finit par un peu leur faire perdre leur âme en les tuant, en les faisant mourir de peur ou en les dévorant. C'est jamais très clair. Puis ce groupe de... C'est pas tout à fait des adolescents, c'est plus comme des pré-adolescents, ce groupe de jeunes-là, un peu nerd, un peu geek, un peu, il s'appelle le Loser Club, vont essayer de résister à Pennywise. Puis le film, qui est la première partie de l'histoire seulement, qui remplace les années 50 du roman par les années 80, c'est vraiment réussi. C'est vraiment épeurant. Moi, j'ai eu peur en salle en allant voir ce film-là. C'est rare qu'un film me fait vivre l'émotion de la peur comme ça, puis j'étais content de la vivre quand j'ai vu. Je pense que les acteurs sont incroyables. Je pense que l'histoire est super bien racontée. Le scénario est super bien fait pour que cette demi-histoire-là, quand tu l'écoutes seul, ait l'air d'une histoire complète, puis que tu peux juste écouter ça complètement sacré de la drôle de suite qu'il y a eu. Vraiment, Hit Part 1 2017 de Andy Muschietti, c'est vraiment très, très, très bon. Ensuite de ça, From Dusk Till Dawn, un film de Robert Rodriguez sorti en 1993, mettant en vedette, et George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis, le roi des effets spéciaux d'horreur lui-même, voyons, son nom m'échappe, là. Santini, c'est ça? Voyons, son prénom, c'est quoi? Tom Savini. Tom Savini. Danny Trejo, Salma Hayek. Bref, ce film-là. Et il y a même Cheech Marin de Cheech et Chong qui joue deux rôles. C'est vraiment... Mais là, on est encore une fois dans la comédie d'horreur. On est aussi... Puis là, je vais être obligé de vendre le punch. Là, je suis désolé, sinon on ne peut pas parler de ce film-là. Mais c'est un défi de réalisation. Hein. C'est-à-dire, ce film-là switch complètement de bord à mi-chemin exactement. C'est-à-dire, tout le début du film, c'est un espèce de film classique à la Robert Rodriguez là, qui ressemble beaucoup à Desperado. On suit des bandits en cavale qui ont fait un vol de banque, puis qui essayent de traverser la frontière pour se rendre au Mexique. Puis là, ils vont kidnapper une famille qui essaie de traverser, dont le père est joué par Harvey Keitel, qui essaie de traverser la frontière mexicaine.
Puis là, ben, au début, c'est que ça. C'est des péripéties qui sont racontées comme un film, euh, un crime movie des années 70 de manière très classique. En fait, c'est un super bon hommage à beaucoup de films que j'ai aimés justement des années 70. Euh, mais à mi-chemin, et exactement à mi-chemin au film, c'est-à-dire temporellement sur la durée du film, à la moitié, ça devient un film de vampires. Puis là, c'est pas des vampires, c'est vraiment pas des vampires, comment dire, séduisants puis sensuels. C'est gore, il arrache des membres, ça devient hyper trash, là. Puis là, on oublie complètement le côté film de gangster, un peu New Hollywood, etc. Puis là, on est dans la chasse aux vampires, les versions, une arbalète, un espèce de marteau-piqueur avec un pieu. Ça devient hyper ridicule. Mais bref, puis là, finalement, mais bref, From Dusk Till Dawn, pour l'ensemble de l'œuvre, c'est vraiment super bon. Les suites sont vraiment pas si mal non plus. Mais bref, From Dusk Till Dawn, je le recommande à tout le monde. Finalement, je vais finir avec un grand classique, je pense, qui mérite d'être vu, qui est tout le temps assez bon pour qu'on y pense et qu'on l'écoute souvent, mais qui est jamais assez bon pour se retrouver dans des top. Mais c'est Texas Chainsaw Massacre, l'original. Ben oui, là, j'ai juste la fiche du celui de 2022, mais c'est absolument pas ça qu'on veut parler. On veut parler évidemment de celui de 74, réalisé par Tobe Hopper, mettant en vedette Marilyn Byrne, Edwin Neal, Alan Danzinger, qui ne sont pas des acteurs qui ont eu une grosse marque par après, mais le film est excellent. C'est la fameuse crainte de avoir être un peu dans le trouble, avoir à te faire offrir de l'aide par des espèces de hillbilly. Puis là, tu te rends compte que c'est ça, c'est du monde qui kidnappe du monde, qui torture, etc., etc. Puis là, la famille cache une espèce de tueur qui a une chainsaw, qui est Leatherhead. Et voilà, tu sais. Puis c'est un classique, c'est un film qui est basé sur les malaises, qui se veut tordu, qui se veut le grain bizarre, tout a l'air un peu grotesque. C'est grotesquement dégueulasse, grotesquement, comment dire, gore. La scène du souper, c'est Mais, insupportable. ah oui, mais c'est tellement bon du début jusqu'à la fin. Puis évidemment, la fin avec le climax, puis qui se font poursuivre en courant avec Leatherhead qui a sa chainsaw au-dessus de la tête, comme ça. Bref, pour l'ensemble de l'œuvre, je pense parce que ça vaut la peine d'être mentionné, parce que c'est quand même un grand film d'horreur qui, dans l'œuvre originale, des fois, n'arrive pas à se faufiler dans les tops, mais qui mérite sa place absolument là-dedans. Texas Chainsaw Massacre. Ça met fin à mes 5 mentions honorables. Dominique, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est à toi. Ben, je sais pas pourquoi il rentre dans les tops, mais en fait, moi, j'y ai pensé tantôt aussi. Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi il sort pas plus souvent? Peut-être à cause qu'il a gardé sa pureté de film underground. Ouais, c'est ça, exact. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mais ouais. Les suites sont toutes mauvaises, terriblement mauvaises. Il y a vraiment juste lui qui est bon, là. C'est fou le nombre de films qui ont essayé de reproduire l'ambiance 70s de ce film-là, alors que, ben voilà, l'original. Hein. Mm. Oui, c'est un teamwork. C'est un teamwork. On a juste un match. On arrive en fin d'émission. C'était Halloween. Moi, j'avais mis évidemment Halloween, dont tu nous as parlé brillamment tantôt. Donc, je vais en rester là, mais je devais le nommer dans mes mentions spéciales. Alors, mes pensions spéciales, tantôt j'en ai parlé. Évidemment, en 2015, Robert Eggert nous sort The Witch, sous-titré A New England Folktale. C'est donc l'histoire, rapidement, donc l'histoire de puritains, colonies puritaines aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et dont une famille est tellement puritaine que, bon, elle quitte le groupe de puritains parce que, bon, voilà. Donc, on voit que ce sont des gens très, très rigoristes. Ils quittent donc la colonie qui est clôturée et qui fait du commerce et tout pour aller en forêt, une forêt réputée, habitée par des selon les contes de Nouvelle-Angleterre. Le film suit
trame de Paranoia Thriller. C'est un slow burner. Mais vraiment, en fait, si je le mets, c'est parce que le film est visuellement grandiose. C'est vraiment, vraiment là, un film magnifique. Le grain, la direction photo, la direction artistique, c'est vraiment, vraiment superbe. Il est assez connu, donc évidemment, je devais mettre The Witch de 2015, Robert Eggert. C'est le même qui nous prépare, semble-t-il, là, un remake de Nosferatu. Donc, je suis on ne peut plus hype. J'en ai parlé un petit peu tantôt dans l'ambiance, mais je me suis dit, c'est une bonne façon en même temps d'en reparler et de parler du remake. Évidemment, moi, je voulais parler de Suspiria de 1977 de Dario Argento, dont il y a eu un très, très honnête remake qui se passe dans les années 80, si je ne me trompe pas, qui est très, très beau visuellement également. Rapidement, on suit une jeune danseuse de ballet américaine qui arrive en Allemagne dans une école réputée mondialement et en fait, tout ça cache un sabbat de sorcières, mon Dieu. Il y a comme un lignage dans les films que je vous parle aujourd'hui. Mais un sabbat de sorcières, et puis, s'ensuit des meurtres, et puis une enquête de la jeune femme en question. C'est comme un conte de fées. C'est comme, imaginez-vous Blanche-Neige, mais sous LSD, puis en bas de trip. Donc, c'est vraiment un film avec une couleur hyper saturée, des DA dans le tapis exagéré. Évidemment, on revient avec ce que je vous parlais tantôt de ces films italiens de ces années-là, avec The Beyond, le sang, grosse couleur, pas réaliste. Plus ça explose, mieux c'est. Et puis, je trouve ce film-là vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je l'écoute à chaque année. Il s'inscrit dans la trilogie des Trois Mères, donc qui est terminée en 2007. Là, c'est 3 films. Il y a Suspira, Opéra et puis La Troisième Mère, je pense, qui n'a pas été un très bon film. Mais bref, écoutez ça. Suspiria, c'est vraiment un conte horrifique. C'est ça, c'est un conte horrifique dans la narration visuelle, mais aussi dans le narratif même du scénario. C'est construit comme un conte de fées. Ça me fait penser à un très bon film qui s'appelle aussi La Compagnie des loups, là, qui est un peu de ce genre de film-là. Il y avait eu ce buzz-là après Suspiria pendant au moins 10 ans à vouloir refaire des contes horrifiques, un peu comme les Grimm, mais encore plus gore. Donc, il y avait Suspiria 1977. Je voulais continuer avec une petite découverte, Max, que j'ai faite. Un film qui vient du Royaume-Uni, plus précisément d'Écosse. C'est un film, moi j'aime beaucoup le found footage. Je trouve que ça a été surutilisé. Le found footage, il y en a, genre j'en ai écouté vraiment beaucoup. Là, pour 500 found footage, il y en a 2 de bons. Là, c'est donc écossais de 2020, fait durant la pandémie. C'est intéressant ça. Rapidement, c'est des amis qui s'emmerdent, fait qu'ils se font un Zoom, ils picolent, ils boivent de l'alcool. Et puis, cette soirée-là de picole sur Zoom était teintée d'un événement particulier parce qu'une des protagonistes invite une médium. Ils vont faire une séance de spiritisme sur Zoom durant la pandémie de COVID. Et évidemment, vous vous en doutez, si je vous en parle, ça part en couille. Mais mon Dieu, quelle idée bien utilisée. Ouais, tu en parles, j'ai le goût de l'écouter. Bien utilisé, amené à bon port. Et surtout, vraiment, ça a été fait là, avec les moyens du bord. Mais là, en plus, là, déjà que le cinéma, on en fait avec les moyens du bord, mettez dans une pandémie mondiale, c'est vraiment bon. Le seul défaut du film, c'est qu'il passe trop vite, c'est trop bon. Le film est fini, puis t'es comme, mon Dieu, j'en veux d'autres, j'aurais voulu 1 heure de plus. Host, 2020, c'est un film réalisé par Rob Savage. Écrit par Gemma Hurley et Rob Savage et Jeb Shepherd. Donc, vous voyez un peu les noms. Je pense bien qu'on est en Écosse. Donc, vraiment un super bon film. Petit film indépendant écossais, found footage. Host, écoutez ça. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Sinon, moi, je voulais le mettre. Je mets le 1, mais je vais mettre le 2 là-dedans avec. Pourquoi? Comédie d'horreur qui me fout toujours mal à l'aise. C'est The Return of the Living Dead de 1985. On l'oublie souvent parce que, bon, c'est pas un film de Romero, hein, c'est un film de Dan O'Bannon. Mais qui fait comme si Romero existait bizarre. C'est vraiment weird. C'est un film pirate. C'est un film qui arrive. Il y a comme la flottille des grands
la flottille des grands films de zombies. Et eux arrivent là, comme des corsaires, là, puis ils partent à l'abordage. C'est une comédie d'horreur. Puis moi, comment je dirais, je veux pas vous spoiler, mais ils prennent les codes du zombie, ils les revirent là, mais à des moments pour en faire des punchs en assumant qu'on est déjà dans le code. Écoutez, c'est vraiment À la même bon. manière que ça ressemble beaucoup, ça fait beaucoup penser. C'est le même genre de film que From Dusk Till Dawn. From Dusk Till Dawn prend le genre zombie puis le renverse. Il respecte à la lettre des règles de manière hyper stricte, puis d'autres, il fait juste comme complètement les pas les enlever, mais les transformer complètement. Bref, c'est ce genre de film-là. On devrait mettre une section spoiler alert parce que là, on vous dit juste c'est bon, puis on veut pas vous spoiler, mais pour vrai, c'est des vieux films en même temps. Ouais, c'est malaisant. C'est malaisant. C'est 80s dans le tapis. Ça s'assume. C'est un très beau gore. Les practical effects sont super beaux. Il y a de la marionnette. Il y a évidemment du make-up. Puis, pour vrai, écoutez-le. Genre, c'est une comédie. En fait, le film, là, je pense, sur Wikipédia, là, il me semble qu'il le définit comme une comédie punk, zombie, mordante. Donc, si vraiment vous voulez ébranler là, les colonnes du temple du monde zombifique, écoutez le 1 et le 2. Et le 2 aussi est très, très bon. Le 2, regarde, Max, OK, regarde. Juste une petite affaire. Dans le 2, on apprend que les zombies mangent les cerveaux des animaux. Je spoil rien, là, mais il y a pire que ça. Mais voyez-vous comme tout se fait, on assume toujours que les zombies, à part peut-être dans un film, le film Zombie 2, là, film italien, justement, ce qui bat contre un requin. En dehors de ça, on assume toujours que les zombies, bon, ils mangent les humains, pas les animaux, mais là, ils vont, c'est ça que je veux dire, par des petits détails. Fait imaginez ça, comment ça change un monde post-apo, tu sais, de zombies, comment ça le change pour vrai, mais dans des affaires. C'est pas vraiment post-apo parce que c'est comme mystique là-dedans, puis ils mangent pas de l'humain, ils mangent des brains. Fait que c'est la moitié un zombie classique de type plus vaudou, parce que ça arrivait qu'ils mangeaient du cerveau. Et le truc mass zombie, il y en a qui sortent de la terre, il y en a qui. En fait, tout est éclaté là-dedans, mais je suis d'accord, c'est bon. C'est un ovni cinématographique. Exact. Écoutez ça. Le 1, le 2, ils en ont eu après. Je les ai pas vus. Je peux pas me porter garant. Mais voilà, c'était mon top. C'était mon top de mes recommandations, de mes mentions honorables, Max. Ouais. Ça met fin à notre épisode de Ciné Rédemption. N'oubliez pas, hein, merci de nous avoir regardés, ceux qui sont en direct sur Touski. Vous pouvez nous écouter en rattrapage avec images sur le Patreon de touski.tv. Et pour ceux qui veulent juste entendre nos belles voix, c'est disponible sur toutes vos plateformes normales de podcast. On remercie touski.tv pour l'opportunité. Écoutez toute la grille, c'est tout bon, honnêtement. Et puis, c'est ça, on se revoit dans les prochaines semaines. On va aller plus retourner dans notre formule plaidoirie. On va aussi, parce qu'on s'en va en novembre, parler éventuellement du merveilleux genre du cinéma de guerre. Dominique, as-tu un mot de la fin? Film de guerre, yay! Merci Dominique pour ce très pertinent commentaire. Bonne fin de soirée à tout le monde, puis à bientôt! Beaucoup. Touski TV sur Twitch.